Bienvenue sur La Romance c'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Vous connaissez déjà la structure d'un roman avec ses pivots et sa tension progressive, mais connaissez-vous les romans en épisodes ? Depuis quelque temps, les séries télé ont la cote. Nous sommes nombreux à nous délecter de ce format. Sachez qu'il existe aussi en roman. Encore rare en romance francophone, ce format se développera-t-il ? Seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, en compagnie de l'auteur Charlie Reinhardt, nous allons essayer de décrypter ce type de roman. Préparez-vous une boisson corsée, je parle de thé noir bien sûr, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Si vous aimez le podcast La Romance c'est Gnangnan, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast Charlie Reinhardt. Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Avant de parler du sujet de cet épisode, nous allons parler un peu de toi. Tu as quelques années d'écriture et d'édition au compteur maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à l'écriture, puis à être édité ? Alors, c'est une affaire de croisement et de bonnes choses au bon moment, on va dire. J'écris depuis très très longtemps, depuis que je suis ado, comme beaucoup de gens qui écrivent en fait. Et puis, je n'en faisais rien. J'ai eu une très très grosse pause dans mes premières années professionnelles, on va dire. Et puis c'est arrivé au détour d'une rencontre un peu improbable avec une nana que je prends en covoiturage. Voilà, on commence à discuter de choses et d'autres pour faire passer le temps. Et cette nana me dit Hey, tu lis des mangas ou tu regardes des animes? Je dis ouais, je lis des mangas, ouais. Et là, on commence à discuter et on en arrive sur le sujet de la fanfic. Donc petit à petit, on échange sur ce sujet-là. Et puis, à la fin du covoit, on se dit ouais, on a bien sympathisé, allez, vas-y, échange de numéros, on se retrouve au bar. Donc on va boire des bières, marque de fabrique une autre. Et là, elle me dit Hey, c'est vrai, t'écrivais avant. Tu veux pas m'écrire des fanfics parce que moi, j'adore la confrérie de la Dague Noire. Non. Si. Et là, elle me met une fanfic de la confrérie entre les mains. Et je me dis Ah, oh, j'adore. J'avais jamais lu de MM de ma vie. Et là, je fais Ah, mais j'adore ce côté ultra mec, ultra brut. Je fais Ouais, carrément, j'en suis. Et donc, j'ai commencé à lui écrire des fanfics sur commande sur cet univers. Ah Donc, donc c'est ça, on peut te faire des commandes alors ? je sais pas si j'aurais dû dire ça. Ah, l'époque est un peu passée, hein. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai amené mes piles de feuilles et on se retrouvait à boire des pintes et à la fin, l'histoire n'avait plus ni queue ni tête parce qu'on était complètement rondes comme des queues de pelle. Et donc voilà, on avance avec cette histoire de fanfic. J'en ai écrit pendant quelques années et puis, c'est là que j'ai été contactée par Mix Édition qui débutait tout juste à l'époque. D'accord. Sandra et Alix arrivent et me disent Hey, tu nous écrirais pas un truc? Je fais écoutez, c'est une bonne idée. Je commençais à avoir envie d'écrire des originaux. Je me tourne vers cette fameuse copine et je lui dis Hey, regarde, j'ai une idée, c'est un mec, il est handicapé. Et là, elle part dans une histoire de sauce béarnaise que je ne préfère pas aborder. Et donc, on en arrive vraiment à la partie édition et je suis, même si j'ai continué à écrire quelques fanfics par-ci par-là, je suis jamais revenue en arrière. Et donc ouais, tu es repartie sur des nouvelles histoires et pas, Ouais, j'avais encore de temps en temps des histoires de fanfic qui me traînaient dans la tête, mais c'était le moment, je sentais que j'étais mûre pour développer mes propres personnages parce que j'avais envie d'écrire autre chose que Vi et Butch, hein, on va pas se mentir, qui me poursuivait quand même un petit peu. Et donc, après quelques titres chez Mix, j'ai écrit, L'Appel du renard, en trilogie, vraiment les 3 d'un bloc et cetera. Je dois remercier, Alix de chez Mix qui m'a dit: «Non mais attends, tu pourrais, aller plus haut avec cette histoire-là et tout. Vas-y, vole, vole, vole» et elle m'a un grand coup de pied au cul, jeté hors du nid. Et c'est là que, j'ai soumis chez Brajlon et que le texte a été accepté. Donc là, c'est vraiment un parcours entre édition, maison d'édition, vraiment des choses qui arrivent à certains moments, des bonnes rencontres, et donc il y aurait vraiment plein de gens à remercier.
En tout cas, moi, en covoiturage, j'ai jamais eu personne qui lisait de la romance, hein. Tu es dans quel coin? Moi, j'en ai pas des comme ça. Écoute, j'en ai jamais eu d'autres. Après, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de fromage, de lecture d'ondes, dans des boules de cristal, mais Ah! j'ai plus jamais eu la romance. C'est folklore quand même chez toi. Écoute, j'adore les aventures étranges. Je suis spécialiste des plans foireux. Tu écris dans divers sous-genres de la romance paranormale, contemporaine, la romance militaire. Je trouve tes écrits contemporains très ancrés dans la réalité. Ça m'a surtout frappé avec L'amour, c'est comme les emmerdes, où on a des personnages très normaux. Bon, ils ont leurs qualités, leurs défauts, leurs blessures. Et puis, c'est aussi ce contexte peut-être qui m'a donné cette impression-là. On a vu que l'intrigue se déroule en France, on a un environnement, notamment leur environnement de travail, qui m'a paru très familier. Oui, oui, oui. Alors en fait, cet environnement de travail, il est familier, ne serait-ce parce que c'est le mien. Mmh mh. À l'époque, je sortais de reconversion, j'allais, bosser dans ce milieu, j'avais pas encore commencé et je pense que j'ai projeté beaucoup d'attentes dessus, Mmh. certaines vraies et réalistes, d'autres beaucoup moins. Mais à chaque fois que j'ai écrit du contemporain, ça s'est inscrit, on va dire, dans des périodes de ma vie où j'avais des petites choses à régler. Et je crois que chaque contemporain, rebondit un petit peu sur cette idée, donc c'est pour ça que je les ancre autant dans la réalité. Et pour citer, une amie auteure, elle me dit: «Faut que tu arrêtes de projeter dans tes livres le fait que tu veux, tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac». Donc il y a vraiment cette idée d'ancrer chaque chose dans un moment de vie. Ça a été la même chose pour Œil. Et même si finalement, ça n'en a pas l'air, ils se répondent, quelque part. Tu parlais de l'amour, c'est comme les emmerdes. Œil pour œil a été le début d'une sale période, on va dire, et L'amour, c'est comme les emmerdes l'a clos, et les 2 Mmh. dans ma tête, ils fonctionnent un petit peu en tandem. D'accord. Parce que Œil pour œil, c'est alors moi celui-ci je le connais pas, c'est une fantaisie ou enfin c'est du Non, c'est fantastique, non? alors celui-là, il est plus axé dark romance thriller, c'est une histoire de vengeance autour de gangs néo-nazis, donc rien à D'accord. voir, et pourtant il y a des petites choses qui résonnent. Oui, parce que, L'amour, c'est comme les emmerdes, c'est pas de la dark romance, Ah thriller avec non. des néo-nazis, non. Non, du tout, du tout, du tout. Il y a aucun pont en plus, moi qui adore faire des ponts entre les différents textes, il y a Oui, aucun pont entre ces 2 textes. Non, non, c'est juste, pour le coup, purement, on va dire personnel, de oui. la manière dont les 2 se sont calés. Mais oui, oui, je pense qu'à chaque fois que j'inscrirai du contemporain, j'inscrirai dans le réel, et d'ailleurs les amis qui me connaissent, IRL, qui sont pas des lecteurs, Mmh. ça les fait toujours marrer, enfin, en tout cas, une qui les lit toujours, elle me dit: «Mais tu de nous mettre dans tes livres!» Et donc, la dernière fois, je lui ai dit: «Challenge accepted, je suis sûre, je peux faire plus». Spoiler, on a réussi. Bon, il va falloir que tu nous lèches des dossiers là, je tu me mets l'eau à la bouche. Alors, non, la première fois qu'elle a râlé, c'était sur, le deuxième tome de Fish and Chips, donc Count Me In. Elle me dit: «Non, mais il y a des expressions, il y a des situations, et puis ce bar, je suis désolée, c'est bar de nos études». Je fais: «Oui, oui, oui, c'est lui». Et donc du coup, elle m'a dit: «Mais tu peux pas faire pire dans le 3». Je lui ai dit: «Alors là, challenge accepted». Et il faut savoir que son chat, est le chat, qui est représenté dans le troisième, dans, Twink and Tweed. Donc j'ai fait pire. Elle m'a dit que je lui avais pas versé les droits pour utiliser le chat. En même temps, il a pas de compte bancaire, j'imagine, donc Le chat non, elle oui. C'est représentant légal, tout ça. et donc tu es toujours en contact avec ta covoite, qui t'a mise sur la fanfiction? Non, hélas, on s'est un petit peu perdu de vue, avec les années. Ça se passe Mmh. un peu comme ça. On a été très longtemps à écumer les bars rouennais, toutes les 2. Et puis voilà, la vie a fait que, mais après, peut-être que la vie nous, rapprochera aussi à un autre moment. Enfin, il y a rien n'est jamais définitif. Oui, Puis oui, parfois, il oui. faut juste prendre le temps, tu vois?
Mais j'ai la chance d'avoir d'autres botteurs de fesses dans mon entourage, même si aucun n'est aussi efficace qu'elle l'a été, je dois bien avouer. D'ailleurs, le scénario de L'appel du renard, c'est en partie avec elle aussi qu'on l'a écrit, maintenant que j'y pense. Heu et hem et mine de rien, tu vois, quand tu écris, c'est important d'avoir quelqu'un, avec qui confronter tes idées, dans le processus, puis quelqu'un qui est à la fois enthousiaste et critique, en fait, qui va pas te dire: «Oh là là, c'est formidable» à chaque fois. Oui. Non, quelqu'un qui va arriver en face et qui va dire: «Non, non, là, tu abuses, ah non, c'est de la merde». L'une de tes marques de fabrique, est que tu injectes toujours une certaine dureté dans tes récits. Quand je prends un de tes romans, je m'attends pas à y trouver un film, par exemple, et cette dureté, on la retrouve au niveau de l'environnement des personnages ou leur environnement familial, ou même elle transpire des personnages eux-mêmes. On a quasiment toujours un personnage un peu brut de décoffrage. Oui, là, c'est complètement moi. Tu sais, on a toujours cette espèce de forme de projection et malgré tout, je pense que je suis quelqu'un d'assez dur, malgré tout. Enfin, je fais pas beaucoup de concessions, je ne m'en fais aucune, j'en fais plus facilement aux autres, étrangement, et je pense que c'est quelque chose qui ressort aussi, et puis de remettre ce côté un peu dérision et un peu brut de décoffrage, en fait, c'est une manière aussi de tester les autres, et je pense qu'en le faisant passer pour mon personnage, c'est, si tu vas pas supporter mon personnage qui t'en met plein la gueule, je crois que tu vas pas me supporter non plus. Donc encore une fois, tu vois, c'est très personnel, et puis j'aime en romance le trope du grognon avec un personnage un peu plus lumineux, tu Un vois? peu plus solaire, ouais. Mmh. Voilà, un peu plus solaire, ça marche toujours bien, et puis, et puis, en romance même, tu vois, je suis pas une grosse consommatrice de romances, mais je n'aime pas les romances, gnangnan, tu vois? Pour Oui. revenir, tu vois, on en revient au titre du podcast. J'ai du mal avec ces romances où, tout se passe bien, c'est facile, ils se sont regardés, ils s'aiment et il y a aucune difficulté dans la vie de tous les jours. Mmh. Alors Oui, que voilà, déjà la vie de tous les jours et la vie de couple, c'est pas ça, et je trouve qu'il y a beaucoup trop en romance de ces textes finalement sans enjeu. On sait en romance qu'ils vont finir ensemble, à part exception oui. où l'auteur a voulu partir sur une bad end, mais c'est déjà un pari risqué. Mais voilà, en romance, l'enjeu, il est faible. Donc si tu le mets pas sur tes péripéties, et si quelque part les péripéties, elles sont pas toujours externes, mais si elles sont pas internes, bah, tu vas vite t'emmerder aussi, quoi. Donc d'où la dureté d'ancrer des personnages et dans le réel et dans la difficulté pour, d'un point de vue purement technique sur le texte, faire naître, de la péripétie et de la tension. Moi, tu vois, à contrario, j'adore la guimauve. Enfin, voilà, Mmh. moi, tu me files une romance, guimauve, enfin, c'est comme si je bouffais du sucre et je suis addict, en fait. J'ai envie d'en bouffer, d'en bouffer, d'en bouffer, et donc c'est pour ça que quand je prends un de tes romans, bah, j'attends d'être dans le bon mood, en fait, pour le recevoir correctement parce que je sais que ça sera pas de la guimauve. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je sais que, toi, tu as ton univers, il est construit. Je pense que c'est ton expérience aussi, hein, de tes années d'expérience d'écriture qui ont fait que tu as construit cet univers, et puis tu assumes complètement, tes choix, et ça, je trouve ça super important, pour un auteur, en fait, de pas se poser les questions de: «Oui, mais alors est-ce que mes lecteurs, ils vont aimer ça ou pas?» Ça reste ce côté artistique de l'écriture, où il me semble vraiment indispensable que l'auteur, assume complètement ses choix et de pousser des choses qui vont surprendre, voilà. Oui, complètement, et puis, tu vois, la guimauve, je suis pas complètement contre non plus, mais, en fait, j'ai besoin qu'elle soit intelligente. Sinon déjà Mmh. j'écrirais pas de romance, hein, si j'aimais pas la guimauve. On m'a souvent dit: «Tu pas la romance?» Tu là: «Oui, je suis schizo, mais pas à ce point-là». Et comme tu dis, c'est important d'assumer, et puis c'est important, je pense que la romance peut être vraiment un bon médium pour porter des sujets, différents, des sujets importants. D'où l'intérêt d'aller dessus. Mais comme tu dis, de les assumer, et puis je pense qu'aussi, tu vois, j'ai quand même, comme tu dis, quelques heures de vol au compteur. Maintenant, je connais mon public, je sais où il va, je sais quand je peux le surprendre, et je sais aussi quand je vais, entre guillemets, «trop loin», avec tous les guillemets du monde, quel warning mettre, en fait, en amont, d'un point de vue, en fait, Mmh. Oui. purement marketing. C'est Voilà, il y a une manière de poser ton livre, surtout maintenant que j'ai la main dessus en auto-édition pour les textes que je garde en AE. Il y a une manière de poser autour de ton produit. Ouh là là, le mot il est vilain. Il y a une manière, voilà,
de le poser pour dire: «Attention, là, c'est peut-être vraiment pas ce que vous avez, ce que vous recherchez dans une romance». Je l'ai fait, pour, Rhapsody in Blue dernièrement parce que c'est vraiment pas, axé romance. Œil pour œil dans une certaine mesure, c'est pareil. Le résumé, tout ça, c'est enveloppé de manière à dire: «Attention, tu y vas, mais à tes risques et périls, quoi». Ouais, moi je trouve ça super important, en romance et puis dans tous ces genres, qui sont codifiés. Effectivement, bah, tu vois, ces 2 titres-là, moi je les ai jamais lus parce que je pense qu'en lisant le résumé, j'ai vu le warning et je me suis dit: c'est peut-être pas ce que tu recherches» et donc du coup, j'y vais pas parce que voilà, parce que moi je cherche des choses aussi assez précis, en fonction de mes goûts. Je suis pas une aventurière de la lecture, quoi. Mmh. Oui, puis ça fait partie du ça fait partie du jeu. Je sais que beaucoup de gens veulent pas l'entendre, cet aspect, un peu marketing et produit sur un livre. Hélas, je suis beaucoup plus anglo-saxonne là-dessus dans mon approche où, c'est complètement décomplexé de dire: «OK, je prends plaisir à écrire, c'est une activité artistique». Mais derrière, si, je voulais avoir les mains à 100 libres, je les mettrais sur Wattpad, gratos, basta. Là, on est quand même dans une activité commerciale, encore un gros mot, et donc derrière, que ce soit ta couverture ou ton résumé, ils sont là pour dire au lecteur: «Voilà, tu vas dans tel genre, je te le confirme ou pas avec le résumé, et derrière, tu en fais ce que tu en veux. Tout ne sera pas une romance rose bonbon à la Totally Nuts, donc je te préviens». Et c'est cette marge de manœuvre, que j'ai voulu conserver toujours, aussi en allant d'un genre à l'autre, à me dire: «Je ne me laisse pas enfermer dans la romance contemporaine à la Totally où je ferai que ça». Et la plus grosse chance que j'ai eue, je pense, entre guillemets, dans ma carrière d'auteur, c'est que le public, et les lecteurs suivent, en fait. J'ai la chance d'avoir un lectorat génial pour ça parce que, franchement, où que j'aille, j'ai toujours des gens pour répondre présent, quoi. Tu abordes des thèmes sombres dans tes romans, parfois même tabous: l'adultère, l'addiction, la dépression, le deuil, la difficulté à faire confiance, les relations toxiques. Est-ce que tu es pessimiste, Charlie? Moi? Oh! Oh non! Je suis pas pessimiste, je suis misanthrope, c'est pas pareil. Mmh, ouais, oui, oui, sans doute. Non, non, je suis pas pessimiste, je suis normande. Je préfère voir le verre, à moitié plein, à moitié vide, tu vois? C'est-à-dire que tu en as déjà bu la moitié, mais tu en as encore la moitié. Sinon, je ferais pas des fins heureuses si j'étais vraiment pessimiste. Je les tuerais tous à la fin. Ça m'effleure parfois, je vais pas te mentir, en cours d'écriture, de C'est tous les vrai? passer sous un bus, mais oui, oui, ça m'est arrivé souvent. Ça m'est même arrivé d'écrire le moment où je les passe sous un bus. Mais ça, c'est vraiment quand ils Non, m'énervent. Si, si, ça m'est arrivé. sérieusement? Mais comment ça se fait qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent t'énerver comme ça? Parce que quand je repense à certains de tes personnages, je me dis: «Mais non, comment c'est possible?» Alors, je vais pas te mentir, c'est surtout sur les romances très sucrées, où à un moment je suis là: «Oh là là, mais un peu de violence, mon Dieu, enfin vite, une plante carnivore, quelque chose!» Et donc là, en général, j'ai de furieuses envies de les tuer, quand je suis à ma deuxième réécriture et que je me dis: «Il va encore falloir que je relise ça 2 fois, mon Dieu!» Est-ce que tu as eu des envies de meurtre sur Bruno ou Thibaut, de L'amour et c'est comme les emmerdes? Non, eux, ils en ont été exempts. Ah, Ils ont coulé tout seuls, eux, il y a vraiment pas de souci. Non, non. Bon, en même temps, je les avais déjà bien maltraités, hein, les pauvres. Celui-là, il est pas trop rose bonbon, donc ça va. Non, non, j'ai pas trop eu, envie de les trucider. il y a une autre particularité à ta bibliographie puisque tu écris de la romance sous toutes ses formes, gay, lesbienne, hétéro. Qu'est-ce qui t'a donné envie de varier dans les orientations sexuelles de tes couples? Alors, j'ai mis longtemps à revenir déjà au MF. On en avait parlé un petit peu, qu'effectivement, souvent les lecteurs de MM ne sont pas les Mmh. lecteurs de MF et inversement. Encore que je trouve que la frontière tend à s'effacer ces derniers temps. Enfin, à devenir un peu plus poreuse, on va dire. Mmh. Mais, mais moi-même, ouais, j'ai abandonné le MF à un moment, j'ai saturé, je supportais plus de voir un couple hétéro en peinture. Heu et puis petit à petit, je crois que c'est grâce au MM que j'ai réappris aussi à écrire des personnages féminins, tu vois? Souvent en background, derrière, et ça m'a donné Mmh. envie, au fur et à mesure, de les réinclure en avant dans une romance, d'en refaire un personnage central. Donc c'est là qu'est arrivé, Rodzend chez Brajlon.
Oui. Et donc dernièrement, j'ai plus réintégré de MF. Je me sens plus à l'aise et puis les entre guillemets, «les possibilités sont multiples» et puis, on va pas traiter un personnage féminin, sa psychologie, comme, une psychologie masculine non plus, Mmh. même si on a des grands thèmes communs, derrière, mais voilà, ça me permettait de me sortir un peu de la routine du MM, de me lancer un peu des nouveaux défis, de changer de personnage, d'écrire à la fois et des hommes calmes et des nanas un peu énervées. Ça me changeait aussi et puis le FF, il est venu, un petit peu comme ça parce que, sur un on va dire un putain de pourquoi pas, si j'ai le droit de jurer. Je me suis dit: «Voilà, de toute façon, j'ai fait du MM, j'ai fait du MF» et puis les personnages se sont un petit peu imposés d'eux-mêmes. Encore une fois, c'était un contemporain qui arrivait à une époque où j'avais un besoin un peu de faire doudou, tu vois? Le cocon chez soi Mmh. et je pense que les persos ont répondu à cette envie-là et puis peut-être de sortir pour une fois les mecs du tableau, vu que je commençais aussi à saturer du MM à ce moment-là. Donc c'est sans doute un effet de bord, une réaction. Est-ce que l'on écrit différemment la dynamique d'un couple hétéro, d'un couple gay ou d'un couple lesbien? Moi, je trouve que oui, ne serait-ce que, dans les couples homo, que ce soit donc, gays ou lesbiens, tu as toute la dynamique, ne serait-ce que du coming out, de, la différence, de l'éventuelle homophobie quand c'est placé, et des thématiques qui relèvent vraiment de la culture queer, de la culture gay, que tu vas pas avoir, sur du MF. Mmh. Des questions qui vont se poser de manière bien différente, la question des enfants, la question du mariage, même si c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'est vraiment pas la même dynamique. Il y a d'autres questions qui rentrent en jeu, mais derrière, la question centrale, malgré tout, on en revient à cet aspect de la romance où le but, c'est quand même que tout le monde soit heureux, derrière sa petite barrière blanche. On a parlé un petit peu des publics, pour les romances gays, pour les romances hétéros. Est-ce que tu constates, toi, quand même, qu'il y a, des publics différents et qui vont pas aller sur tous ces types de lectures? Oui, oui, vraiment, enfin, je pense que tu le vis aussi, mais c'est complètement imperméable pour certains. Certains ne lisent que du MM, certains ne lisent que du Mmh. MF, certains osent sauter le pas, faire la passerelle, aller découvrir tes autres titres et j'ai la troisième catégorie, je devrais peut-être pas leur taper dessus, mais quand même je trouve ça assez étrange, de gens qui viennent me dire: «Non mais dis, j'ai vu que tu écrivais, du MM, ça a l'air vachement bien, mais tu veux pas me les écrire en MF?» Et là, c'est très difficile de répondre. Mais ouais, 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 il y a quand même des catégories un peu imperméables, même si je trouve que l'édition traditionnelle dernièrement a vraiment fait et pas que l'édition, je pense notamment aussi à toutes les plateformes genre Netflix avec les séries. Il y a vraiment eu Oui. un travail d'inclusion qui est fou, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, sur les romances gays, effectivement, ouais. Et puis même, c'est pareil, les romances FF, j'espère aussi que ça va se développer. Il y a pas de raison, en fait, Mais hein, oui, on a oui. du MM, on a du MF, il manque le FF. Alors après derrière, tu sais, tu as ce côté, pour revenir à cette mauvaise idée marketing que la plus grosse sphère, c'est quand même les gens qui lisent le MF. Le MM s'adresse, quand même globalement à, des femmes, Les femmes, même oui. si on a quand même quelques hommes qui lisent de la romance gay, de plus en plus aussi. Mais par contre, le FF, on a quand même du mal à sortir, c'est quand même de la lectrice de romance qui en général a une orientation sexuelle, enfin homosexuelle. Mmh. Alors c'est généralement le FF s'adresse à des femmes qui sont lesbiennes ou, en petite Oui. minorité d'autres, minorités queer. Je suis sûre que je vais Mmh. me faire taper dessus à un moment, je vais employer les mauvais mots, tu vas voir, je vais me faire déglinguer. Mais voilà. Non, mais effectivement, il y a une étrangeté sur le fait que, la romance elle-même, elle est écrite par des femmes pour des femmes et d'ailleurs, je regardais un petit peu parce que Bookmark, ils ont sorti une romance gay chinoise, donc qui Oui, s'appelle un danmei, si je le prononce correctement et je regardais un petit peu les origines, en Chine de cette catégorie de romans et ils disent la même chose, en fait. C'est écrit par des femmes pour des femmes, quoi, donc c'est international. mais complètement. En plus, j'ai un petit peu fouillé dans ces romances-là, la romance chinoise parce que j'ai lu l'autre titre de l'auteur, Even Official Blessing, que Oui. j'ai vraiment, vraiment j'ai adoré. Je m'y attendais pas, je m'attendais à trouver un truc un peu cucu comme on trouve un petit peu des fois en yaoi, tu vois? Qui allait pas me satisfaire Mmh. et j'ai découvert un roman fantasy mais d'une exigence. Je me suis dit: «Mais c'est
hallucinant, quoi. Et Oui. après j'ai lu, donc l'autre titre là que Bookmark vient d'éditer Mmh. en français et oui, tu sens malgré tout, dans la construction des personnages, tu sais, l'aspect un petit peu gracile et délicat et cetera, que c'est quand même un ça s'adresse à un public féminin, même si tu vas capter Oui. quelques hommes au passage. Après, ce que je déplorerais toujours, c'est que, par exemple, tu vois, sur des titres où la romance est très, 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 très en retrait, je vais te parler, je sais pas, de titres d'aventure. Bah, tiens, notamment sur cette fantaisie-là, la fantaisie chinoise Even Official, la romance, elle est tellement en arrière que ça pourrait largement contenter un lecteur de fantaisie qui s'en fout qu'il y ait une romance ou, de l'orientation sexuelle des personnages. Mais D'accord. malgré tout, on continue à étiqueter, queer ou LGBT, des romans qui, finalement, où tu as 3 grammes de LGBT dedans Oui. pour, 97 grammes de fantaisie, quoi. C'est quand même je trouve toujours dommage et de les axer sur cette, de ne le voir que par ce prisme-là et quelque part de Oui. pas les mettre à dispo du public, quoi. Tu écris de la romance adulte. Par opposition avec le young Ouais. adulte, les scènes de sexe ne sont pas censurées. Jusque-là, rien de surprenant dans le genre de la romance, sauf que il arrive parfois que dans une scène sensuelle, ça dérape et tu nous glisses sans crier gare un détail cochon. Le genre de scène que tu n'as pas envie de lire chez le coiffeur ou dans le bus. Alors, je donnerai pas de détails ici, hein, j'invite les plus curieux à lire Isbride ou alors L'amour, c'est comme les emmerdes. Pourquoi dépasser la limite du sexe vanille? Encore une fois, par ennui, je pense. Écoute, Ça, c'est encore une idée que tu as eue au bar avec une pince, quoi. ouais, sans doute. Non, alors c'est encore la faute des copines, je dois bien l'avouer. En fait, tout a commencé alors, est-ce que je vais me rappeler d'une petite de ce roman? Oui, la première fois que j'ai lu du BDSM, c'était un MM, c'était Une autre voix de Anna Martin, je crois. Ouh, purée, ça vient des abysses, ma mémoire sur les titres étant ce qu'elle est, ça vient des abysses là. Et je me rappelle je l'ai lu dans le train, donc tu vois, j'étais pas chez le coiffeur, mais j'étais dans le train. Et je me rappelle que la dynamique m'avait interpellée, ça a amené de c'était bien expliqué, c'était assez pédagogique et ça a amené, comme tu dis, à franchir une limite, mais en même temps à questionner des fois les relations vanille et cetera. Et puis après, donc j'ai commencé à lire un petit peu plus de BDSM et j'ai rencontré, Mr Stevens, donc Mag pour les intimes, ma vilaine. Et voilà, Mag, elle n'écrit quasiment que du BDSM, même si elle me taperait dessus si elle m'entendait. Et c'est quelque chose, dont on s'est mis à discuter et cetera, il nous arrive régulièrement de nous retrouver sur des sites non homologués pour les moins de 18 ans, à nous dire: «Oh la vache! Ah non, non, dans aucun monde je veux qu'on utilise ça sur moi ou l'utiliser sur quelqu'un», tu vois? Et du coup, c'est devenu quelque chose, mais de complètement normal, de limite complètement internalisé. Et puis, ouais, je me ferais chier à écrire que du sexe vanille. J'ai même eu un moment où j'avais vraiment du mal, c'est dommage en romance, à écrire, les scènes de sexe alors qu'on sait que sur de l'adulte, c'est vraiment un passage obligé. Et heu Mmh. et voilà, il a fallu que je trouve d'autres biais et que peut-être moi aussi je trouve un moyen de me réintéresser à l'exercice. Oui. Mais je te rassure, si l'amour c'est comme les emmerdes, tu as interpellé, le prochain à sortir sera bien pire. Celui-là, il est parti complètement en cacahuète. D'ailleurs, on l'a écrit, enfin, on écrivait en même temps, avec Mag, donc c'est encore sa faute, tu vois? J'ai trop de copines avec qui on parle de sujets bizarres. Est-ce que tu as eu des retours, lecteurs par rapport à ce sujet-là, d'avoir, une petite scène, qui dépasse la limite, Je crois que oui, sur l'amour c'est comme les emmerdes, il y a effectivement un ou 2 lecteurs qui disaient qu'ils s'attendaient pas à du BDSM. Alors, en Ouais, fait, non, on n'y est pas non plus, hein, ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être moi qui ai des limites excessivement larges aujourd'hui, mais bon, faut pas je dirais faut pas pousser mémé dans les orties. C'était pas non plus il était pas attaché à un palan, en train de se faire non. fouetter, quoi. Spoiler, spoiler, vous n'aurez ni palan ni fouet. Donc oui, peut-être que j'aurais dû taguer, ça, mais en même temps, ça l'est pas complètement comme tu dis, donc Oui. et puis j'avoue que les retours, je suis pas toujours très attentive non plus. Oui, bah, tu as raison, je pense. Après, c'est ça aussi qui fait que tu gardes ton libre arbitre sur tes récits, quoi. Ouais, tout à fait.
plus sur tes goûts, je te propose de jouer au Gnangnan Quiz. Mais pour coller à ton univers, je te propose de le renommer en Grognon Quiz. Validé. Donc je te donne 2 propositions et tu en choisis une très vite sans réfléchir et tu vas voir la première, je me suis pas plantée pour le coup. Donc la première, c'est la plus simple, c'est un échauffement. Pinard ou binouse? Ah non, c'est pas si simple. Ah, Allez, c'est allez, horrible. vite, 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 vite! Pinard. Pinard. Pour lire, romance hétéro ou homo-romance? Homo-romance. Pour écrire, romance hétéro ou homo-romance? Homo-romance. Dans l'amour, c'est comme les emmerdes, Thibaut ou Bruno? Bruno. En écriture, architecte ou jardinière? Architecte. Personnage bourru ou solaire? Bourru. Pour écrire, en pyjama ou habillé? Pyjama. T'étais sûre que je répondrais binouze, hein? Oui! Raté. J'espère que tu as pas menti quand même. Alors tu veux un scoop? Je bois quasiment plus de bière. C'est vrai? Ouais, de moins en moins. Mais j'ai Ouais. pas arrêté le pinard, je te rassure. Bon alors par contre dans l'amour, c'est comme les emmerdes, Bruno alors bah ouais, mais grognon. Mmh. Grognon, hein, grognon, Mmh. toujours. En fait, les personnages solaires, je me rends compte, tu vois, souvent dans les catastrophes avec le personnage solaire, heu, ils m'emmerdent, pour le dire crûment. Je les trouve souvent mal fouillés, au-delà de leur joie de vivre, qui des fois s'appuie Oui. sur des vrais traumas ou pas. Bon, bah, voilà, il est là pour, allumer la lumière, il nous lâche son 100 000 volts et en fait, quand c'est mal exploité, il a pas ses failles et il va juste aider l'autre à remonter et on va découvrir que le grognon, il a un cœur, quoi. Est-ce que la Mmh. lassitude s'entend bien dans ma voix, là? Bah, c'est vrai que c'est pas ce que tu as fait, dans ce roman-là. Moi, je l'adore, hein. C'est pour ça que je vais beaucoup en parler. On n'est pas censé parler de celui-ci aujourd'hui, mais je vais quand même beaucoup en parler, il va revenir et c'est vrai que c'est pas ce que tu as fait parce que du début, ben, voilà, on sait que Thibaut, c'est le look de surfeur, c'est le beau gosse, mais tout de suite, on voit tout de suite les failles. Bruno, c'est le grognon, mais c'est pareil, on voit tout de suite les failles et comment ils pourraient, se compléter. Et donc, en termes d'écriture, plutôt architecte. Alors je vais revenir sur ça, hein, parce que les lecteurs ne connaissent pas forcément, ces petites expressions. L'architecte, c'est l'auteur qui a, un plan très structuré, avant de commencer à écrire et le jardinier, c'est celui qui se laisse porter, par l'écriture et par ses personnages, on va dire. Des fois, on a un peu cette image-là, dans les commentaires des auteurs et donc toi, tu es plutôt architecte. Tout à fait. J'ai du mal avec l'idée du jardinier, j'ai essayé. Au final, je vais nulle part. Sur des textes courts, ça peut marcher, mais j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin d'avoir l'ossature, j'ai besoin de me poser 2-3 jours, avant de commencer un livre, pour structurer le récit, pour poser les grandes étapes. En général, j'écris un synopsis, en fait, très, très, très tout à Mmh. fait, répugnant et dégueulasse, vraiment avec, des millions de fautes. Je me réveille avec mon idée et je commence à taper ce synopsis et si j'arrive au bout déjà, je ne le jette pas. Si j'arrive pas au bout, il va dans une espèce de boîte à bordel et en fait, quand j'arrive au bout, là, je le soumets en général à quelques copines de confiance en disant: «Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous branche, ça vous branche pas?» En fonction d'eux, derrière, je vois, si elles ont été enthousiasmées, si j'arrive à structurer un plan là-dessus ou en tout cas un découpage de chapitres. Et une fois que j'ai ce découpage de chapitres, là seulement, je commence un petit peu plus à bosser les personnages, le contexte, les éléments fantastiques s'il y a besoin. Mais vraiment tout part de cette espèce de squelette d'histoire. J'ai plus envie de raconter une histoire que de développer des personnages. Et je pense que c'est peut-être l'articulation avec le jardinier qui lui, rêve imagine un personnage et le personnage commence à lui raconter son histoire. Mmh. Moi, mes personnages, ils me racontent que dalle, hein. Des fois la fin, des fois le début, après, je dois avouer, ça part souvent de l'idée d'une articulation. En fait, je pars souvent d'une dynamique. Tu vois, par exemple, je me dis, je sais pas, j'ai eu une idée cet après-midi, qu'est-ce que c'était? De faire une articulation entre un mec, archi sceptique, vraiment le scientifique pur et dur et un mec, plutôt babacool, perché, sur,
les ondes, les trucs et les machins, tu vois? Et de voir comment on pourrait articuler ça avec, peut-être du fantastique ou pas de fantastique, tu vois? Je Mmh. pars de ce genre d'idée et après je la structure. J'avais jamais entendu cette distinction entre se dire: «Moi, je suis plutôt un auteur, avec mes personnages qui vivent dans ma tête» et ou bien non, je raconte une histoire. C'est vachement intéressant ça, je trouve. Bah, c'est souvent ça celle-là, je l'ai déjà entendue, mais plus, tu vois, côté anglo-saxon, encore une fois, heu, ils vont te dire, soit tu es, plot driven, donc c'est-à-dire c'est l'histoire qui emmène, tout le fil ou tu es character driven, donc là, c'est tes personnages qu'on suit et D'accord. quelque part, je trouve que c'est vachement important d'avoir choisi, avant de te lancer dans ton histoire, si tu veux raconter une histoire ou développer des personnages. Parce que quand tu auras des choix à faire à un moment en termes d'écriture, bah, ce sera facile de les faire puisque là, tu vas dire: «Ah bah non, ça, là, c'est l'histoire qui doit primer ou c'est le personnage qui doit primer». Nous allons maintenant entrer dans le sujet du jour, l'écriture de romans en épisodes et non en chapitres. J'ai lu 2 romans en épisodes, donc ta série Le flic et le soldat et une romance érotique de Nive Wilder qui est sortie chez Juno Publishing, c'est de la donc une romance érotique, elle est excellente. Elle s'appelle Désire-moi. L'auteur avait commencé à la sortir en épisodes comme ça, gratuitement et puis finalement vu que il y avait eu un engouement derrière et elle l'a ressorti derrière en un roman, mais sans, toucher à la structure. Mmh. Et donc voilà, à partir de ces 2 exemples-là, je me suis demandé quelles étaient les différences entre un roman en épisode et un roman en chapitre. Et j'ai eu un peu de mal à trouver, une réponse claire, j'ai eu un peu de mal à modéliser et du coup, quand je suis un peu bloquée et ben, j'appelle mon assistant, donc j'ai interrogé ChatGPT et il m'a donné une réponse assez précise et qui colle bien avec ta série notamment. Donc, ChatGPT dit que, donc en reprenant évidemment ce qu'il trouve sur internet, bien entendu. Pour un roman, en chapitres, les chapitres suivent souvent un ordre chronologique ou thématique. L'intrigue et les personnages se développent au fil des chapitres et il y a une progression. Et moi, ce que j'ajouterais même, c'est que, on a une tension narrative qui augmente tout le long du roman jusqu'au dénouement. Tandis que pour un roman écrit en épisodes, chaque épisode est autonome. Il comporte un début, un milieu, une fin. Il a donc sa propre intrigue qui va jusqu'au dénouement, à l'intérieur d'un épisode. Et ça, du coup, je trouve que ça colle bien, avec Le flic et le soldat. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cet essai de définition? Complètement d'accord. En plus, le concept du roman ou de l'histoire par épisode, il est quand même pas neuf, tu vois? Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément ces derniers temps. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu tant que ça. Non. Et je trouve que c'est un format intéressant. Ça permet d'enchaîner, bah, comme tu dis, des formats courts et qui ont chacun leur structure propre, mais derrière, tu as quand même une cohérence et un fil rouge. Donc ouais, carrément d'accord avec la définition. Une autre grosse différence, avec les épisodes, c'est la diffusion parce je trouve qu'on a un effet un peu événementiel, c'est-à-dire qu'on est sur des textes courts, plus courts que des tomes bien sûr et surtout des publications rapprochées. C'est-à-dire que tu peux pas laisser 6 mois entre, un épisode et le suivant, tandis qu'avec un roman, on est sur une publication plutôt ponctuelle. Oui, oui, oui. En fait, tout est dans le jeu pour moi sur le feuilleton de ce timing, comme tu dis. De toute façon, on le voit bien sur une série. Alors ça, c'est moins vrai maintenant puisque, les séries télé, Netflix te sort toute la saison, à la file. Mais avant, Mmh. tu étais là au rendez-vous parce que tu allais avoir le prochain épisode de, Oui. je veux dire une bêtise, du Caméléon et on allait enfin savoir si Jared allait se taper Miss Parker, quoi. Waouh! Et tous les jours à 18h, tu étais là: «Non, c'est ma chaîne, je veux savoir!» Et quelque part, je trouve que cette tension, elle me manque un peu, cette tension narrative de l'épisode où tu sais jamais ce qui va se redévelopper et même dans les Mmh. structures, de séries télé pour revenir encore à ça. Tu vois, moi j'adorais ces séries télé où tu avais, un épisode, une histoire, genre comme au début de Supernatural, tu vois? Un épisode, une chasse. Et aujourd'hui, j'aime les séries à fil rouge, les séries complexes, mais parfois j'aime bien ce côté, tu vois, retrouver cette tension-là. Donc oui, le timing, c'est quelque chose qui est vraiment super important sur les séries à épisodes. Nous avons Wes qui est flic à Las Vegas, il a la quarantaine,
pas de vie sociale parce que ça demanderait à être sociable et son mauvais caractère lui vaut régulièrement des engueulades avec sa hiérarchie. Un soir où il rumine ses derniers déboires dans un bar, il tombe sur un militaire plutôt taiseux et une drôle d'histoire se déroule sans qu'ils s'en aperçoivent l'un et l'autre. Ce sont 2 personnages solitaires, l'un sanguin, l'autre est plutôt une force tranquille. Ils ne recherchaient pas à se poser, mais au fil du temps, ils vont difficilement pouvoir se séparer. Pourquoi avoir choisi d'écrire l'histoire de Wes et Vassili sous forme d'épisodes? Écoute, on va revenir au début de l'épisode et on va revenir dans ce bar à Rouen avec ma copine covoitureuse et on va revenir à la confrérie de la Dague Noire parce qu'en fait, je n'ai pas menti, sur le sujet, hein, il y a une petite note d'auteur dans la série. À la base, ce texte était une fanfic. D'accord. C'était V.A. Budge de la confrérie de la Dague Noire. Il y a eu cette première idée, je crois qu'avec, ma copine là, on était un petit peu légèrement éméchés et on a dû regarder Very Bad Trip toutes les 2 un soir en finissant de cuver. Et en fait, le lendemain, elle se réveille, on se réveille la tête dans le pâté, elle me dit: «Oh, ce serait trop bien si V et Butch, ils se rencontraient à Las Vegas et qu'ils se réveillaient mariés». Je fais: «Oh ouais!» Bon, et l'alcool a fait le reste. Sauf que, l'idée, c'est que, c'était de juste d'écrire ce petit pitch, hein, ce 1er épisode là, qui est d'ailleurs assez court et qui se termine sur le moment: «Bon OK, on se réveille mariés, on fait quoi?» OK, et j'arrive au bout de ça, je lui amène au bar pour le lire et je lui dis: «Écoute, je crois que j'ai des idées pour la suite». Même chose, le deuxième arrive comme ça, je me dis: «Non mais on peut pas les laisser juste là-dessus, donc arrive le deuxième tome et puis après je me dis: «Oh quand même, j'écrirais bien un truc sur le passé de V parce que c'est pas très développé». Bon, et puis après je fais: «Oh, et le passé de Butch, on en parle du passé de Butch?» Bon, et puis à la fin je fais: «Non, là j'arrête, ce machin il est énorme, il est», et je l'ai publié en fait sous la forme de ces petits épisodes, de la même manière, sur, alors c'était pas, moi j'écrivais pas sur Wattpad, j'écrivais sur AO3 à l'époque. Je les ai quand même sortis chapitrés, mais j'ai gardé cette idée que chaque roman était indépendant. Et puis l'année dernière, en fait, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque parce qu'il faut savoir qu'il y a un 1er format, intégral qui existe, j'en ai tiré 4 exemplaires. Et je me suis dit: «Eh mais ça, au fait, c'est vraiment mon premier roman, mais même avant Totally Nuts». Puis je le regarde et tout, je me dis: «OK, Mmh. il y a un boulot de titan, mais si j'éjecte, Vi, les vampires, et Butch, machin, c'est mon premier roman». Et donc là, j'ai relevé les manches et je me suis dit: «Bon allez, on y va, on le retravaille». Et j'aurais pu choisir de le retravailler, bah, comme tu dis, sur un roman, unique, tu vois? En raccrochant les wagons, en mettant des scènes intermédiaires, et après je me suis dit: «Non, non, 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 j'aime ce côté épisode». Je voulais vraiment garder cette structure à la série. Oui, d'ailleurs, pour, les personnes qui ne connaissent pas La Confrérie de la Dague Noire, qui est, une série, qui comporte un millier de tomes, bien sûr, une série sans fin et donc qui concerne un groupe de vampires et donc Butch, c'est un humain, hein, il me semble, c'est le flic, c'est ça, hein? Ouais, ouais, Et V, je me souviens plus. c'est un vampire aussi, mais je vais être tout à fait honnête avec toi, je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas lus. Enfin si, j'ai essayé. Je crois que j'ai lu un tome et j'ai fait: «Ah, je vais peut-être rester sur les fanfics, en fait». Et donc je me suis biberonnée à la Dague Noire, mais avec les fanfics, pas avec le roman. Oui, je sais, D'accord. je suis bizarre. Mais bref, oui, Vi, c'est le vampire et Butch, c'est le flic humain qui après devient vampire. Il y a toute une histoire. Dans certains épisodes de la série, le démarrage est fait sur le même schéma, c'est-à-dire que Wes se réveille dans les vapes et pour des raisons diverses à chaque fois. C'est une sorte de clin d'œil, hein, c'est comme ça que je l'ai pris et donc ma question c'est, ça se produit sur 3 épisodes, pourquoi cela et pourquoi pas sur les 5? Alors oui, c'est une forme de clin d'œil. Pourquoi pas dans le 4, la structure de l'histoire s'y prêtait pas vraiment. Mmh. J'aurais pu, mais ça aurait demandé de réagencer peut-être autrement ce que j'avais prévu. Mais c'est vrai que je me suis posé la question au retravail de tout harmoniser, et pour le coup, le petit épilogue là, le 5e, ça s'y prête pas du tout, quoi. Mais ouais, j'aime bien l'idée de Wes complètement dans les vapes à chaque fois pour des raisons diverses et variées, en mode: «Mais qu'est-ce qui va encore tomber sur le coin du museau?»
Certains auteurs sont heureux en écrivant des pavés de 500 pages. Toi, j'ai l'impression que tu t'épanouis avec des formats courts. Ça signifie pas que tes scénarios sont étriqués, mais plutôt que tu évites le superflu en apportant par exemple du soin à choisir les mots justes et avoir des champs lexicaux assez précis. Écoute, c'est quelque chose que j'ai vraiment, que je trouve vraiment très intéressant, ce que tu dis, parce que ça correspond un peu à une réflexion, actuelle que j'ai. J'aime les pavés, j'ai écrit des pavés aussi, Mm. mais encore une fois, quand j'ai écrit des pavés, on m'a dit: «Ah mais ça va vite, il y a les événements, tu aurais largement pu faire 3 tomes» et cetera et à chaque fois je me dis: «Oh là là, où est-ce que j'aurais fait 3 tomes? Il aurait fallu que je commence quoi? Avec l'enfance du héros? Puisqu'il a mangé le 14 juillet 2013?» enfin bon, tu vois? Bref, j'ai comme tu dis, j'ai un certain attrait pour ce qui est concis, ce qui va à l'essentiel et quelque part ça me tranquillise que tu le prennes comme une marque de concision puisque, Mm. j'ai plus envie de partir sur des formats un petit peu courts à l'avenir, tu vois? Autour de 60 000 mots, des choses comme ça. Alors j'ai encore quelques pavés, hein, dans mon escarcelle, mais oui, le format court a son intérêt aussi. C'est pas un exercice qui est forcément facile, puisqu'il faut parfois faire tenir un scénario dedans. Mais quand on est, sur le point net et goûté, bah, c'est quelque chose qui marche bien et puis en romance, je trouve que souvent les formats courts sont un prétexte pour, arriver directement sur, «Oh là là, ils se voient, ils s'aiment et ils, bipent». On peut peut-être faire autre chose sur un format court. Donc non, enfin, c'est vachement intéressant ce que tu as soulevé. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappée, notamment sur le premier épisode de la série. En un paragraphe, finalement, tu parviens à résumer la dualité des émotions des personnages. Je vais donner un exemple. Je vais lire 2 petits paragraphes qui m'avaient frappée. On est sur le premier épisode de la série, donc on est toujours en train de faire connaissance avec Vassili et Wes et j'ai trouvé que ces 2 petits paragraphes qualifiaient bien le personnage de Vassili. Alors, autant en rester là avec Wes, avant que les choses se compliquent davantage, avant que cette drôle de tendresse qui lui rongeait les tripes en contemplant ce mec se mue en autre chose. Une émotion plus forte, plus grande que lui, qu'il ne parviendrait plus à canaliser. Ce serait si facile de se laisser entraîner sur cette voie-là, quand bien même il s'en était jusque-là cru incapable. Mais voir cet enfoiré s'éloigner, sans se retourner, lui avait déjà envoyé un sacré direct à l'estomac le matin même. Dès qu'il s'agissait de Wes, tout devenait direct, viscéral, instinctif, comme s'ils étaient moulés l'un pour l'autre, 2 pièces de puzzle destinées à se compléter. C'était vraiment ces petits mots-là, moi, qui m'avaient scotché, c'est direct, viscéral. Viscéral, je me suis dit: «Ouais, Vassili, carrément, c'est le mot qui qui colle avec lui, quoi». C'est vraiment archi intéressant que tu abordes ce point parce que, le premier épisode, tel qu'il était écrit en fanfic était pas très long déjà, tu vois? Il faisait une 50 000 mots, je crois et en fait, j'en ai coupé 10 000 mais juste en faisant un travail de, «Ça, on s'en fout, c'est déjà dit. Attends, tu peux le dire Mmh. mieux, tu peux aller droit à l'essentiel» et comme tu dis, bah, le champ lexical de Vassili, il est assez simple. Je voulais qu'il soit cohérent avec lui parce que leur histoire, il y a cette idée qu'elle est presque plus grande qu'eux, elle est trop forte, tu vois? Il y a cette idée un peu Mmh. d'absolu et ça, c'est Vi et Butch qui l'ont toujours porté pour moi. J'ai jamais réussi à retrouver cette intensité sur un autre couple que j'ai pu écrire parce que, tu vois, c'est des évidences qui se questionnent pas. Ça doit avoir ses propres mots puisque les 2 ils se voient et quelque part, même s'ils luttent, bah, il y a pas de question à se poser. Et je pense Mmh. que c'est peut-être ça qui transparaît et qui va dans ce côté, entre guillemets «efficace» de l'écriture. Tu vois, c'est brut et ça va à l'essentiel. Oui et puis, en plus, d'un autre côté, bah, ça colle bien avec ces personnages-là. Oui, ouais, ouais. Mais pour moi, ils sont faciles à écrire et quelque part, je pense que c'est grâce ou à cause d'eux que j'ai pu réécrire et me lancer dans le même parce que pour moi, c'était un peu l'incarnation de de la figure du mec un peu brut et en même temps, tu sais, ce côté un peu protecteur, mais sans que ce soit jamais malsain ou violent ou, comme on a trop souvent dans les Oui. personnages de romance et c'était vraiment les personnages idéaux parce que tu pouvais faire du bourru, du brut de décoffrage et en même temps c'était sain et il y avait, derrière, l'idée que, bah, que leur relation elle va tout transcender, quoi. Et du coup, par rapport à cette remarque d'écrire et d'aller droit au but, eh ben, je vais revenir sur l'amour, c'est comme les emmerdes. J'avais dit que j'allais beaucoup en parler, mine de rien. Parce que, mathématiquement,
c'est un livre qui est court. Il fait, 250 pages sur le format papier, Mmh. mais il est tellement riche, que ce soit dans les intrigues, dans les personnages. On a une narration qui est variée. Tu places même des passages sous forme de contes que j'ai trouvé, vraiment magnifiques. Tu emploies pas mal de figures de style aussi. On a de nombreux thèmes qui sont abordés à travers les personnages. Ils ont d'ailleurs une belle évolution, hein, chacun d'eux, Thibaut et Bruno. Ce qui fait qu'on s'ennuie pas du tout et surtout, c'est un roman qui fait réfléchir. Tout cela en 250 pages. Il y a pas besoin de plus. Il y a pas besoin de noyer, en fait. Moi, j'aime bien. En fait, je pense que ça dépend aussi des gens, hein. Il y a moi, Oui. j'aime bien aller à l'essentiel, j'aime bien, droit au but et puis il y a des gens qui ont besoin de s'installer un peu plus. Donc ouais, je pense que ça dépend aussi des sensibilités de chacun, hein. C'est marrant que tu centres encore une fois là-dessus, parce que je me rappelle d'un retour, qui m'avait frappé sur ce roman-là, d'un lecteur ou d'une lectrice, je ne saurais pas dire, qui disait: «Ah, moi j'ai pas aimé parce que, leur histoire elle se termine là où elle devrait commencer». Mmh. Et là je me dis: «OK, alors déjà petit 1 c'est mon livre, j'ai écrit le bout d'histoire que je veux». Et petit 2, tu vois cette idée que, bah, il y avait déjà énormément de choses qui ont été dites et quelque part, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Mmh. Quand c'est plus pertinent, quand tu sens plus la un petit peu la vibration du truc, de se dire: «OK, là, c'est le moment où tu clôt les choses parce que tu as tout dit, tu as tout montré et derrière tu vas les laisser un petit peu vivre leur vie». Parce que, bah, voilà, encore une fois, comme tu l'as dit, en 250 pages, on traite de l'alcoolisme, on traite des relations toxiques, on traite du deuil, on traite de la maladie, heu Oui. on traite, de la maladie mentale aussi, enfin, waouh! Je ne sais pas trop derrière, je rajoute quoi? Il vous faut quoi? Un petit suicide, je Oui, non, je on va les je laisser tranquilles. C'est voilà, vrai que là, elle a ouvert la boîte de Pandore, cette lectrice, hein. Faut se calmer là. On va pas trop donner d'idées à Charlie, hein. c'est ça, tu là, je peux réveiller des zombies, je peux faire une apocalypse, je peux faire une invasion extraterrestre, mais alors je sais pas trop une fois qu'ils sont ensemble, qu'ils ont fait leur vie, à part les passer sous un bus, hein, si vraiment vous insistez. Non, non, on va les laisser tranquilles. Non, non, là, rien du tout, pas de suite, rien du tout. Alors les actus, prochain salon en ligne de mire normalement, l'Icon, Ah. j'ai hâte d'y être, my favorite. Saumon, mes préférés. Donc oui, oui, l'Icon, normalement avec une exclue, mais là pour l'instant je me tais parce que j'étais en train de faire la maquette aujourd'hui et je me suis bien éclatée donc on verra. Ah. J'en dirai plus plus tard, celle-là. Disons que c'est sans doute des vieux copains qui vont revenir. Dans un D'accord. genre dans un beau livre. Donc ça, ce serait bien. Je Ah. viens de te lâcher l'exclu, de l'info. Sinon, bah, les sorties, les actus, donc là, il y a eu la sortie de Solstice, un recueil de nouvelles MM, Oui. romance fantastique, le mois dernier. Prochaine sortie, c'est un MF, le fameux projet, qui est parti dans tous les sens. Le projet s'appelle, «Les vilains garçons préfèrent les rousses». Je suis partie d'un truc, éculé, c'est-à-dire le patron de casino, tu vois, un petit peu louche, qui va rencontrer une jolie nénette qui lui fait un peu trop d'œil. En général, ça se passe mal, il la séquestre dans sa cave, il lui prend son ordinateur et sa voiture. Heu, D'accord. Sauf que là, non, le problème, c'est qu'elle a une petite tendance à manier la clé à molette et son papa est un biker. Donc elle a un peu mauvais caractère aussi et au milieu de tout ça, se trouve le petit bout de chou du héros, puisqu'en fait cet enfant, son père l'a récupéré un petit peu par hasard et il ne parle pas et en fait il va s'ouvrir, à cette femme qui arrive dans leur vie, mais ça c'est vraiment l'intrigue, de base, puisqu'après on rajoute des bastons, des fusils à pompe et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aubergines et de bananes. Beaucoup. Est-ce que j'ai dit qu'il y en avait beaucoup? Donc beaucoup sur la partie MF, hein, puisqu'on va se concentrer sur le couple où, elle a peur de rien, lui non plus d'ailleurs. Donc là tu parlais des kinks qui surgissent, sans prévenir, dans l'amour c'est comme les emmerdes, mais alors là c'est même pas qu'ils surgissent, c'est qu'ils s'assoient sur la table et ils renversent les bières, quoi. Tu parlais de M.R. Stevens, par rapport à ce livre-là, donc il y a un peu de BDSM? Il y a une vraie scène BDSM.
avec, un trio. Qui ne concerne pas les héros, je le dis parce que je sais que les lecteurs sont frileux quand, tout à coup, tu as un autre personnage qui arrive. Non, là, en fait, si tu veux, tu as Mmh. donc, le couple MF. Il y a une petite scène MM, sur des personnages que je spoilerai pas parce que je me suis vraiment amusée et Mmh. donc il y a aussi le trio qui part un petit peu en cacahuète et là, on est sur une pure scène BDSM avec 2 DOM pour un sub et donc c'est du MMF. Spoiler, la femme n'est pas la soumise. D'accord. Et là, c'est vraiment parti en cacahuète du fait du personnage, enfin d'un des personnages au centre du trio qui est complètement ravagé. Enfin, lui, je me suis beaucoup amusée. Il est complètement frappé. De toute façon, je crois que c'est tout ce livre qui est frappé. Et donc c'est auto-édité ou il y a un éditeur qui t'a suivi là pour le coup? Non, non, celui-là, il est complètement auto-édité. Heu, je je pense que, qu'un éditeur aurait pu suivre, mais en fait, j'ai vraiment trop pris mon pied sur ce livre, je me suis trop amusée. Je voulais en faire ce que je voulais, avec le rythme que je voulais. Voilà, celui-là, je le gardais pour moi, parce qu'il m'a fait trop rire. Et donc, voilà, ça c'est la prochaine sortie et là je travaille sur un MM avec des métamorphes, qui aura peut-être quelques petits liens avec l'univers de l'Appel du renard, donc ça normalement Oui. c'est prévu pour l'automne. Eh bien, merci beaucoup Charlie Reinhardt d'avoir donné de ton temps pour le podcast. On te retrouve très vite avec tes prochaines parutions. Écoute, merci à toi encore une fois pour cette invitation. J'ai passé un super bon moment, même si j'ai dû avouer que, je ne bois plus de bière et ça a un mythe c'est faux. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de découvrir les personnages bruts de décoffrage de Charlie Reinhardt. À bientôt pour un prochain épisode.